Élimine graisse et calcaire jusque dans les parties cachées de votre machine. Une machine plus propre, c'est une vaisselle plus propre. Les diamants sont éternels et vous voudriez que votre vaisselle le soit, mais elle ternit, c'est irréversible. Calgonite Finish Protector protège contre la corrosion et conserve tout l'éclat de votre vaisselle. Calgonite Finish, la perfection du diamant. Bienvenue dans toutes les France. Comment évolue l'action humanitaire aujourd'hui, notamment en Afrique? Quelles leçons tirées de la fameuse affaire de l'Arche de Zoé? Débat et tentative d'explication aujourd'hui dans toutes les France avec nos invités. Tout d'abord, Monsieur Pierre Micheletti. Vous êtes président de Médecins du Monde. Vous avez écrit très récemment Humanitaire, s'adapter ou renoncer. C'est publié aux éditions Marabout. Hachette Marabout. Vous êtes par ailleurs professeur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Vous enseignez les relations internationales. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, alors je montre effectivement le livre à l'écran, Pierre Micheletti, Humanitaire, s'adapter ou renoncer. À vos côtés, Monsieur Éric Breteau, celui par qui le scandale arrive ou est arrivé. Vous avez écrit L'Arche de Zoé, les dessous de l'affaire d'État, Ma vérité, publié aux éditions Plomb. Vous êtes le président de l'association L'Arche de Zoé. Absolument. Merci d'être avec nous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Monsieur Charles Onana, vous êtes journaliste d'investigation, vous dirigez les éditions du Boiris. Vous aussi, vous êtes intéressé à l'affaire de l'Arche de Zoé. Vous avez écrit Les voyous de l'Arche de Zoé, enquête sur un kidnapping d'enfants. C'est publié donc aux éditions du Boiris. Et à vos côtés, Monsieur Christian Troubet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie. Vous avez écrit un autre ouvrage autour de l'Arche de Zoé intitulé Les forcenés de l'humanitaire. C'est publié aux éditions Autrement. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'aborder cette affaire et ses ramifications, on va essayer de comprendre comment a évolué l'action humanitaire ces dernières années avec vous, Pierre Micheletti. L'Afrique semble réticente aujourd'hui à l'humanitaire. Elle y voit une invasion, en quelque sorte, ou une tentative d'influence du monde occidental, de gros moyens, pour encore avoir une mainmise sur ce continent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? D'abord, de quelle aide humanitaire parle-t-on, hein? On fait remonter l'humanitaire contemporain à la guerre du Biafra, 1967-1968. Néanmoins, la solidarité internationale avec un support religieux ou autre n'a pas attendu l'humanitaire contemporain, mais c'est plus précisément de ça dont on parle aujourd'hui. Effectivement, le continent africain a changé et nos interlocuteurs sur ce continent entendent être coacteurs pour faire face aux problèmes qui sont les leurs. C'est un continent qui, aujourd'hui, est confronté à des problèmes de santé qui eux aussi ont 50 ans. En particulier, le poids des maladies infectieuses sur ce continent reste important. Depuis ces 50 ans, il est apparu de façon peut-être la plus forte sur l'ensemble des continents l'épidémie de sida. Et l'Afrique paye et a payé un lourd tribut face à cette maladie. C'est quand même une réalité sanitaire nouvelle. Et puis, par ailleurs, apparaissent également, selon les catégories sociales, j'ai envie de dire presque quelque chose qui ressemblerait à la double peine, c'est-à-dire que l'Afrique souffre de problèmes de santé liés à la pauvreté, mais une certaine catégorie de la population commence à avoir des maladies de surcharge telles qu'on les connaît dans les pays développés. Je pense à l'obésité, je pense au diabète, etc. Ça, c'est pour une lecture sanitaire très, très rapide. Alors qui nécessite des interventions de certaines organisations humanitaires internationales comme Médecins du Monde, comme Médecins sans frontières. Mais est-ce que justement ces interventions peuvent se faire de la même manière qu'elles se faisaient auparavant, c'est-à-dire avec une espèce de blanc-seing, de possibilité de ce devoir d'ingérence, ce fameux devoir d'ingérence qui permettait aux organisations d'intervenir là où ça ne va pas? Alors c'est l'autre aspect de l'évolution du continent, c'est l'évolution de type politique ou de type sociologique. Il y a aujourd'hui, d'abord, je pense qu'il ne faut pas parler de l'Afrique comme d'un territoire homogène.
Il y a de nombreux pays, ils ont un potentiel économique, démographique très différent. Je vous signale quand même, et ça aussi c'est un changement très important, que sur les 8 pays qui sont candidats aujourd'hui pour faire partie du Conseil de sécurité, 3 sont des pays du continent africain. L'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, chose qui était impensable il y a 50 ans quand prévalaient les équilibres qui étaient ceux de l'après-guerre mondiale. Donc cette candidature des 3 pays que j'évoque, elle est aussi un symptôme, elle est le symptôme d'un continent qui entend politiquement, économiquement, démographiquement peser sur les bonnes marches du monde. Et il n'y a aucune raison qu'on ne retrouve pas ces logiques sur le terrain, même au niveau le plus basique. Nos interlocuteurs professionnels africains, les populations en général, ne veulent plus d'intervention étrangère, qu'elle soit européenne comme chinoise d'ailleurs, unilatérale, qui balaye tout ce à quoi les gens localement tiennent. Ouais. Alors, Monsieur Christian Troubet, votre vision également de l'évolution de cette action humanitaire, est-ce que c'est une évolution qui va dans le sens d'un humanitaire mieux organisé, mieux financé, ou est-ce que c'est une évolution qui rend un peu flou les contours de cette action humanitaire? C'est vrai qu'en France, on a tendance à résumer l'humanitaire, comme ça vient d'être dit, à ce qui s'est produit après le Biafra, c'est-à-dire les grosses organisations d'urgence françaises, qui étaient à la fois un mélange de romantisme et en même temps de politique, puisqu'il s'agissait d'être sans frontières. Je crois qu'aujourd'hui, ces choses ont évolué. Les ONG elles-mêmes sont devenues beaucoup plus professionnelles. Ça, c'est un premier point. Et puis, on se pose aujourd'hui la question de cette pseudo-omniscience de l'humanitaire. L'humanitaire n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Et je crois que ce monde de l'humanitaire réfléchit à ces questions-là et qu'il faut sortir de cela. C'est-à-dire il faut sortir d'une imagerie de l'humanitaire et revoir ce qu'est l'humanitaire d'aujourd'hui, surtout appliqué à l'Afrique. C'est-à-dire que l'humanitaire appliqué à l'Afrique, c'est pas seulement de l'urgence, c'est pas seulement le Darfour, c'est pas seulement des crises, mais c'est aussi une solidarité internationale qui se fait avec les Africains eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire, on parle beaucoup de l'humanitaire d'urgence en Afrique, mais le tissu de la solidarité internationale en Afrique est essentiellement composé d'ONG du Nord et du Sud, et surtout d'ONG du Sud, africaines elles-mêmes, qui cherchent déjà elles-mêmes sur le terrain à faire quelque chose. Oui. Alors, Charles Onana, vous connaissez bien le continent africain. Comment est perçue cette aide humanitaire aujourd'hui? Est-ce que c'est une perception qui est très médiatique, avec notamment l'affaire dont nous allons parler, l'affaire l'Arche de Zoé, ou est-ce que les Africains, sans généraliser bien sûr, comme l'a dit Pierre Micheletti, pensent que c'est utile pour eux que les organisations arrivent sur le terrain, tentent de régler les problèmes sanitaires, de régler ces catastrophes parfois qui malheureusement frappent le continent? Je pense qu'il y a 2 aspects dans le dossier de l'humanitaire. Il y a, premièrement, ce qui a motivé beaucoup de gens en Occident dans les années 70 et même un peu avant, c'est ce besoin de solidarité internationale. Et dans cette solidarité internationale, vous avez des gens de bonne foi qui interviennent dans un grand nombre d'organisations humanitaires. Mais ces dernières années, avec la prolifération des conflits armés en Afrique, eh bien, on a vu un autre visage de l'humanitaire, très souvent des organisations qui s'appuient sur la morale internationale, qui s'appuient sur la générosité internationale, mais qui ont des objectifs qui sont beaucoup plus douteux que les principes nobles de l'humanitaire. Et ça a entraîné beaucoup de dérives. Donc, aussi bien que sur le terrain, beaucoup d'Africains considèrent d'ailleurs très souvent, et à juste titre, que certaines organisations humanitaires sont un peu des sous-traitants de certains États pour déstabiliser ou participer parfois à la collecte de l'information, de fait du renseignement. Il y a beaucoup de gens dans les organisations humanitaires qui travaillent pour les services des renseignements occidentaux, parce que c'est très facile, parce que quand vous passez par l'humanitaire, eh bien, on vous ouvre toutes les portes, tout est extrêmement facile. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont décelé ces éléments dans les organisations humanitaires, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ce volet, ce visage de l'humanitaire est problématique par rapport à l'autre visage de l'humanitaire qui est fondé sur des gens de bonne foi qui ont envie de faire quelque chose pour les autres. Pierre Micheletti, vous rejoignez cette analyse? Oui, simplement, j'ai envie de dire 2 choses complémentaires. Le premier, c'est que cette ambiguïté, ou ces ambiguïtés, elles existent depuis la guerre du Biafra. Ainsi, encore une fois, si on parle de l'humanitaire contemporain, la guerre du Biafra, qui a été ressentie comme un drame sanitaire épouvantable, bien entendu, contenait déjà les ingrédients qu'on évoque aujourd'hui, mais qui sont peut-être plus en lumière, c'est-à-dire comportait une composante ethnique, avec la place des Ibo,
avait une composante religieuse, d'un gouvernement central du Nigeria qui était plutôt musulman ou animiste, avec un Biafra qui était plutôt catholique, ou chrétien en tout cas. Mais il y avait également tous les ingrédients qu'on retrouve aujourd'hui, une préoccupation forte pour le pétrole, avec en toile de fond un bras de fer France et Angleterre pour la production pétrolière de cette région d'Afrique. Et puis on retrouvait l'ingérence extérieure, puisque les grandes puissances occidentales à ce moment-là ont aussi, sous couvert d'aide humanitaire, cherché à favoriser un camp contre l'autre. Donc tous les ingrédients existaient. Dans ce contexte, on ne peut pas avoir un humanitaire neutre, entre guillemets, c'est difficile. Et en tous les cas, l'ambiguïté qu'évoquait notre confrère, qui est qu'on prête parfois au mouvement humanitaire des arrière-pensées, elle existe depuis ce qu'on pourrait appeler cette ambiguïté originelle qu'a constituée la guerre du Biafra, sauf que dans les grandes organisations, on n'est pas tout à fait dupe de l'instrumentalisation dont on peut faire l'objet de la part de notre gouvernement ou de la part d'autres gouvernements, et on essaye d'arriver à une espèce d'équilibre entre le meilleur service rendu aux populations et tout en jouant de ces manipulations politiques qui ne nous échappent pas complètement. Alors juste avant de donner la parole à Christian Troubet, vous avez consacré la deuxième partie de votre ouvrage sur le refus de l'Occident par rapport à l'humanitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire parce que ça aussi, je veux dire, l'humanitaire contemporain de la fin des années 60, c'est l'organisation, ce sont des organisations de jeunes gens engagés, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui sont à l'époque le produit d'un Occident dominant au plan économique, au plan scientifique, au plan démographique. Et donc tout naturellement, cet Occident, il génère plein de choses, dont une certaine générosité internationale. Mais aujourd'hui, d'une part, le monde s'est rééquilibré. D'autres géants sont apparus, la Chine, l'Inde, y compris sur le continent africain. Et donc, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui pour que la solidarité internationale de type humanitaire contemporain soit de la seule prérogative de pays occidentaux et européens en particulier. Christian Troubet. Oui, on a vu avec la fin de la guerre froide, en fait, de plus en plus des États du Nord qui agissaient avec l'humanitaire par procuration sur un certain nombre de pays. Je pense aux Balkans, je pense à l'Afghanistan. Et quand on voit aujourd'hui en Afghanistan des ONG qui côtoient le monde militaire de l'OTAN, on peut comprendre aussi que des populations locales ne fassent pas le distinguo entre des vrais humanitaires, des militaires qui eux-mêmes font de l'humanitaire et des militaires qui ensuite font la guerre. On est aujourd'hui dans une sorte de confusion des genres avec des budgets de ces ONG qui, pour la plupart, sont aussi des budgets de fonds publics, des fonds, le ministère des Affaires étrangères français, mais aussi ECHO avec l'Europe. Et on peut se demander effectivement une ONG qui a des budgets de l'Europe, eh bien fatalement avaler sur des terrains où l'Europe aura mis des budgets. Donc il y a une sorte d'instrumentalisation qui fait que l'humanitaire en patogas du Biafra, et on vient de montrer que lui-même n'était pas innocent, cette imagerie de l'humanitaire-là aujourd'hui est remise en question parce qu'on pense qu'on est face à un humanitaire manipulé. Éric Breteau, vous aviez une idée de ce panorama de l'humanitaire quand vous avez décidé de mener votre opération ? Bien sûr que j'avais une idée de ce panorama, et j'ai même une idée qui va bien au-delà des opinions qui ont été exprimées, tout simplement parce que je suis convaincu aujourd'hui que les principaux maux que l'on trouve en Afrique et dans les différents pays où on va trouver des conflits en Afrique, on trouve systématiquement l'ombre des pays du Nord, et pas seulement l'Occident, parce qu'on parle beaucoup de l'Occident, mais aujourd'hui il y a aussi l'Orient qui se propage en Afrique. C'est un chapitre du livre de M. Pierre Micheletti, c'est pour ça que j'en ai parlé. Je le lirai avec intérêt, mais il est clair qu'aujourd'hui, les malheurs de l'Afrique sont principalement conditionnés par les pays du Nord, et l'action humanitaire telle qu'elle existe aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle découle en partie de ces politiques dirigées par le Nord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui ne veulent plus de cette dépendance aux pays du Nord, qui ne veulent plus de ce pillage systématisé des ressources naturelles de l'Afrique par les pays ou les grandes compagnies du Nord, et qui, dans un mouvement global de rejet, vont également rejeter les organisations humanitaires venues du Nord, parce qu'aujourd'hui l'Afrique, contrairement à l'image que l'on répand, l'Afrique n'est pas le continent le plus pauvre. L'Afrique est le continent qui regroupe aujourd'hui le plus de misère et le plus de populations désœuvrées, mais l'Afrique a malheureusement d'énormes richesses naturelles, et c'est ça qui attise les convoitises aujourd'hui, et c'est comme ça que la France, comme beaucoup d'autres pays du Nord, cautionnent, entretiennent, voire parfois mettent en place des dictatures pour pouvoir s'accaparer certaines richesses, créent le malheur de certaines populations, et au bout de cette logique, on trouve l'action humanitaire, parfois financée par le Quai d'Orsay, ce qui est paradoxal. On a le Quai d'Orsay en France qui va phagocyter les relations qu'on appelle France-africaines et qui crée le malheur en Afrique, et de l'autre part, on va
subventionner des organisations humanitaires pour intervenir au profit de ces populations malheureuses, quelque part, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un paravent, un écran de fumée qui permet vis-à-vis de l'opinion publique française de camoufler les choses. Ne vous inquiétez pas, au Darfour, tout va bien, les humanitaires sont à l'œuvre, ils vont s'occuper de la population, alors que nous-mêmes, on crée ce drame. Bon, alors comprenant tout cela, vous y êtes quand même allé. Bien sûr, on y a surtout été pour dénoncer tout cela. Oui. D'accord. Alors, on va revenir sur les circonstances. Sur la compréhension des événements de la part d'Éric Brotteau, est-ce que vous avez quelque chose à dire, Charles Olana, parce que vous avez parlé de voyous dans votre ouvrage, quand même. Oui. Je pense que, contrairement à ce que dit M. Éric Brotteau, ils ne sont pas partis pour dénoncer quoi que ce soit. Je pense qu'ils avaient un objectif extrêmement précis, qui était le leur, et qu'ils n'ont pas révélé... Alors, qui est lequel, selon vous? Mais on ne sait pas quel est leur objectif, parce que dans la démarche de M. Brotteau, il a fait comprendre, par exemple, qu'ils sont allés au Darfour, qu'il avait fait un voyage au Darfour, parce que les populations civiles du Darfour étaient victimes d'un génocide. Je rappelle simplement que ce qui se passe au Darfour n'est pas un génocide, et c'est pas moi qui le dis. En 2004, un rapport des Nations Unies, qui avait été initié par le juge italien, un magistrat italien qui s'appelle Antonio Cassese, avait obtenu la possibilité de faire des enquêtes approfondies au Darfour. Et ils ont constaté que ce qui se passait au Darfour était des violations des droits de l'homme. Mais je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure sur le fond de l'affaire. Des meurtres de masse, mais enfin c'était en 2004. Oui, en 2004. Ouais. Donc en 2004, il y a eu M. Kouchner qui a dit également que ce qui se passait au Darfour était un génocide. Colin Powell, les Américains, George Bush. Il y a eu une surenchère sur la terminologie du génocide au Darfour qui a fait que, toutes ces personnes, passant outre les faits sur le terrain, et je ne suis pas seul à le dire, parce que les organisations humanitaires comme Médecins sans frontières sur le terrain confirment que ce qui se passe au Darfour, qui sont basés au Darfour, disent qu'il s'agit de violations graves des droits de l'homme, mais en aucun cas de génocide. Il y a quand même des morts en grand nombre, puisqu'il y a 200 000 morts. Oui, mais parce qu'il y a une guerre. La qualification... Non, oui, parce qu'il y a une guerre, ça fait qu'il y a quand même 200 000 morts. La qualification de génocide est très importante parce qu'elle a des implications juridiques et je dirais aussi un retentissement moral. À partir du moment où mais elle n'est pas forcément synonyme de départ d'action humanitaire plus ou moins bien organisée. Mais d'après ce que dit, d'après l'action de M. Brotteau, ils se sont appuyés sur cela en disant qu'il y avait un génocide au Darfour et donc il fallait absolument aller au Darfour. D'accord. Alors ça c'est la première précision. On va juste demander l'avis de Pierre Micheletti là-dessus sur le point de départ de ce type d'opération. Est-ce que vous pouvez commencer une opération humanitaire sur le fondement qu'il existe des crimes, des morts, un génocide? Le départ de toute intervention de notre part dans le champ sanitaire, c'est un diagnostic de situation, c'est-à-dire que c'est de se rendre sur place. Mais indépendamment de ce qui est dit, vous êtes influencé par les rapports, les médias? On est toujours influencé. Le couple humanitaire-média est un couple pour le meilleur et pour le pire. Et si, il y a quelques années, c'était les humanitaires sur le terrain qui avaient l'initiative d'informer. Aujourd'hui, avec une information mondialisée, bien plus de gens sont au courant simultanément que c'était le cas il y a 50 ans. Donc vous faites un diagnostic sur le terrain? Il y a un diagnostic de situation qui vise d'abord à objectiver les faits sanitaires, et puis bien entendu, on se livre à une analyse de cette situation qui nous conduit à gérer les problèmes de santé et à essayer d'agir sur des mécanismes qui aboutissent soit à la violence, soit aux maladies, etc. D'accord. Christian Troubet? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, au Darfour, tout le monde reconnaît, toutes les associations reconnaissent qu'il y a des massacres de masse. Et ce, depuis des années. La qualification de génocide, c'est beaucoup plus délicat. On peut se poser la question, s'il y avait génocide, pourquoi les populations darfouriques de Khartoum ne sont pas, dans ce cas-là, les premières touchées? Donc c'est une qualification délicate qu'il faudra des années pour mettre en place. Mais il y a massacre de masse au Darfour. Donc ce que je pense, moi, c'est que l'Arche de Zoé a apporté, je dirais, des bonnes questions sur la table, qui étaient à un moment donné où l'opinion publique française n'était pas du tout concernée ou très peu concernée par le Darfour, d'essayer, donc avec une autre organisation qui était Sauver le Darfour, de mettre sur la table, vis-à-vis de l'opinion publique, cette question du Darfour. Ne serait-ce que génocide ou massacre de masse, mais en tout cas, la question méritait d'être posée. Ensuite, le problème, c'est qu'à mon avis, l'Arche de Zoé, à ces bonnes questions, a apporté des mauvaises réponses. Les mauvaises réponses, pour moi, c'était de monter une opération qui consistait déjà à ramener en France des enfants africains, alors que je pense qu'il y avait lieu que ces enfants restent en Afrique et soient encadrés, secourus en Afrique même. Alors juste avant d'arriver au stade des enfants, pour qu'on comprenne bien, puisqu'on parle de l'organisation, des implications étatiques, du fondement, de la motivation. Éric Brotteau, vous dites, il me semble, dans votre livre, que
l'État français était tout à fait au courant de toutes vos activités depuis le départ, y compris depuis la France. Bien sûr, mais au-delà de ça, je voudrais juste clore le débat qui vient d'être ouvert et le refermer très très vite. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si le drame du Darfour mérite ou pas la qualification de génocide. Effectivement, il y a des massacres de masse. Effectivement, au Darfour, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a des enfants qui sont tués ou enrôlés comme enfants soldats dans des quantités qu'aujourd'hui personne n'est capable de dénombrer, parce que beaucoup de médias parlent de 200 000 morts au Darfour, mais si vous reprenez les archives des médias, c'était les chiffres qu'on évoquait en 2004. Et aujourd'hui, en 2008, on parle toujours de 200 000 morts. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'y a pas eu de morts dans l'intervalle, il y a encore eu des bombardements au Darfour, pas plus tard qu'hier, dimanche. Tout simplement parce que, depuis 2004, on a arrêté de compter. Et c'est ça qui est dramatique. On est face à un drame incommensurable, on arrête de compter les victimes, il y en a trop, ça ne nous intéresse plus, entre guillemets. Et c'est ça qui est dramatique. Et moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est ou pas un génocide au Darfour. Il y a des gens qui meurent pour des raisons sinistres, pour des raisons de commerce mondial. Et ça, il faut qu'il y ait un grain de sable qui enraye la machine. Vous avez quand même conscience des raisons plus ou moins sinistres, parce que sur le nombre des morts, vous avez une guerre comme celle du Congo où il y a 5 millions de morts. Enfin, c'est le conflit aujourd'hui qui a un nombre de victimes est plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, 5 millions de morts. Mais vous n'avez pas pensé au Congo. C'est ça que je voudrais comprendre. De nous dire pourquoi les gens s'intéressent au Darfour et pas au Congo. Voilà. Le Congo, on va poser une question, plus de 6 millions de victimes. C'est quasiment un pays entier qui est rasé. D'accord. Alors, par exemple, pourquoi? Juste pour comprendre les motivations, encore une fois, de l'humanitaire, de votre action. Donc, vous avez le Darfour. Il y a évidemment une association qui est Urgence Darfour, qui a aux États-Unis une très très grosse organisation également qui a probablement les moyens financiers d'alimenter une campagne médiatique, etc. Mais encore une fois, vous êtes intéressé parce qu'il y avait toutes ces informations, y compris véhiculées par les médias, ou parce que vous connaissiez également la situation au Congo, par exemple, et que vous êtes plutôt intéressé au Darfour qu'au Congo? Enfin, quelle est la démarche? Aujourd'hui, il y a énormément de drames en Afrique, et l'Arche de Zoé, par sa structure extrêmement modeste et toute petite, ne peut pas intervenir sur différents théâtres. Il fallait donc en choisir un. Il y a effectivement l'embarras du choix, tellement il y a de drames aujourd'hui en Afrique, et il y a malheureusement, dans la plupart des cas, toujours les mêmes causes, parce que c'est pas le tout de se poser la question de savoir où est-ce qu'on va agir et pourquoi on va agir. Il faut d'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est face à cette situation, pourquoi est-ce qu'il y a ces drames en Afrique, et on remonte toujours systématiquement aux mêmes causes qui reviennent, dans 99% des cas, au pillage des ressources naturelles africaines, au détriment de certaines populations qu'on va déplacer ou massacrer dans certains cas. Le cas du Darfour est effectivement emblématique parce que ultra médiatisé, alors certains diront instrumentalisé. Vous, la médiatisation a joué un rôle dans votre intérêt au niveau de la petite structure telle que vous l'appelez, qu'est l'Arche de Zoé, pour aller aider la population locale. Bien sûr, puisque l'ambition de cette opération, c'est d'être un grain de sable dans ce système mondialiste et humanitaire qui abreuve l'Afrique aujourd'hui. Et donc, effectivement, quitte à être un grain de sable, autant l'être sur le théâtre le plus médiatisé. Pierre Micheletti. Je voudrais réagir sur deux choses. D'abord, sur les propos de M. Breteau, selon lesquels on aurait arrêté de compter. Ce qui est inexact, puisque aujourd'hui, il y a bien entendu un grand nombre de gens qui essaient d'être attentifs au dénombrement des victimes, autant que faire se peut sur une région qui est grande comme le territoire français. Il y a quand même 10 000 travailleurs humanitaires, il y a un certain nombre d'observateurs étrangers. Alors c'est sûr que si vous allez en plein cœur du Djebel Mara, dans le sud Darfour, le dénombrement sera approximatif. Mais on est quand même, autant qu'on peut l'observer, et avec les mêmes outils de gens qui sont sur le terrain, dans un scénario qui, en termes numériques, si on devait quantifier malheureusement les décès, n'a quand même plus rien à voir. L'autre propos sur lequel je voudrais réagir, c'est ceux de Christian Troubet. Je ne suis pas d'accord avec son propos quand il dit que, finalement, l'intervention de l'Arche de Zoé devait agir comme un révélateur. Il y avait eu, en amont de cette histoire, la mutualité, un grand raout de tous les candidats à la présidentielle, un grand battage médiatique national et international, et donc on ne peut pas dire qu'on attendait de cette opération qu'elle révèle quoi que ce soit. Le battage avait été énorme. Il faut d'ailleurs souligner que quasiment tous les candidats à la présidentielle s'étaient rendus au Forum de la Mutualité, sauf celui qui a été élu, M. Sarkozy. Mais en tous les cas, le bruit de fond... Il avait fait lire une lettre à l'époque. Il avait fait lire une lettre. Mais le bruit de fond sur le Darfour, par un certain nombre de politiques et d'intellectuels en France, existait. Dans ma lecture des choses, il est bien évident que si cette opération de l'Arche de Zoé avait réussi, indépendamment des critiques plus particulières que je pourrais faire tout à l'heure, elle était la bienvenue parce qu'elle ne faisait qu'étayer
qu'objectiver, que faussement objectiver qu'un drame était en train de se dérouler au Darfour et donc justifier à la fois les engagements des politiques français, mais aussi justifier un certain nombre de dispositifs de la politique étrangère française, dont le développement dans l'est du Tchad de l'EUFOR, avec toutes les arrière-pensées qu'on peut imaginer. C'est pour ça que vous avez l'impression, avant de donner la parole à Charles Lanac, que vous avez été un petit peu lâché suite à l'échec de l'opération? Non. Vous auriez pu être accueilli en héros national si on suit le processus médiatique, etc. Je ne vais pas aller dans ce genre de conjecture. Il est clair que quand on mène ce genre d'opération assez risquée, il est évident qu'en cas de succès, beaucoup de gens vont rebondir, prendre la balle au bond et essayer d'en tirer profit médiatiquement, politiquement ou autre. Et il est clair que lorsque ce genre d'opération échoue, tout le monde est là pour la condamner. C'est ce qui nous arrive. Vous avez quand même une assise, comme le dit Pierre Micheletti, médiatique, plutôt favorable. Les politiques sont intervenus sur le sujet, il y a eu beaucoup de reportages, d'informations. Donc aller au Darfour, c'est plutôt... Ça ne reste que des paroles, puisque le débat d'aujourd'hui, c'est l'humanitaire en Afrique. Oui. Resituons par rapport à la campagne présidentielle de 2007. Les candidats se sont effectivement positionnés sur le cas du Darfour, de la même façon que le candidat Sarkozy s'était positionné pour une rupture claire et nette avec ce qu'on appelle la France-Afrique. Et puis on a vu dans le cadre de notre affaire à quel point ces relations entre la France et le Tchad pouvaient être sombres et nébuleuses. Voilà, la France-Afrique existe toujours et les beaux discours politiques, c'est une chose, les faits et les actes sur le terrain, c'en est une autre. D'accord. Oui. Alors, Charles, oui, non, il faut redire, il faut être un peu sérieux dans cette histoire. Bon, Monsieur Breteau, je veux jouer le beau rôle en disant, ce sont les relations France-Afrique qui l'ont libéré. Ouais. C'est parce que Monsieur Sarkozy a demandé à Monsieur Idriss Déby d'appliquer les conventions de 1976 que Monsieur Éric Breteau est libéré. Voilà, donc si ça n'avait pas été ça, vous serez en prison. Donc je reviens au début. Bon. Il parle de grains de sable. Il n'y a pas de grains de sable dans cette affaire. Il y a je suis d'accord avec M. Micheletti là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a avant l'initiative de M. Breteau, il y a une campagne médiatique qui est faite, mais à outrance en France sur l'affaire du Darfour. Donc lorsque M. Éric Breteau s'en va, j'ai relu ses dépositions auprès aussi bien des magistrats au Tchad que les auditions en France. Il ment aux familles françaises en disant « je vais chercher les enfants au Darfour ». Mais M. Breteau, sauf qu'il ne se rend pas au Darfour, il se rend au Tchad. Et M. Breteau va arriver au Tchad, il dit aux familles tchadiennes « eh bien, je vais construire une école dans laquelle vos enfants seront scolarisés. » Eh bien non, M. Breteau, le 25 octobre au matin, il se retrouve avec des enfants prêts à embarquer dans un avion. Donc les familles françaises sont trompées, les familles tchadiennes sont trompées. Alors, je ne comprends pas pourquoi, au lieu d'aller au Darfour, puisqu'il avait déjà mené une mission au Darfour, il s'est plutôt rendu au Tchad. Il y a un problème. Alors, vous répondez à ça Oui, je peux y répondre, mais monsieur a 11 mois de retard sur l'affaire. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont été propagées après l'arrestation des françaises. Non, je parle de vos auditions, hein. Oui, vos auditions, hein. Là, il parle de documents. Enfin, documents, c'est documenté ce que j'ai dit dans le livre, c'est bien documenté. Justement, je lirai ça avec attention parce que vous avez énormément de retard sur l'affaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment le fait qu'on aurait désinformé les familles françaises. Sauf que depuis, les choses ont évolué. Il y a des vidéos qui existent sur les entretiens qui ont lieu avec ces familles, et il a toujours été clairement expliqué à ces familles que notre opération ne se situerait pas au Darfour mais à la frontière dans un pays frontalier. Donc ces éléments-là ont toujours été connus de tous. Et en ce qui concerne l'opération sur le terrain, pas aller au Darfour puisque les enfants au Tchad, ils n'étaient pas des enfants du Darfour. En ce qui concerne l'opération sur le terrain, premièrement, visiblement vous n'y étiez pas. Deuxièmement, si vous en êtes encore à la version de on a dit aux familles tchadiennes, non, c'est pas on a dit, ce sont vos dépositions. Non, vous dites, vous avez dit à moi, j'ai pas trop envie de revenir sur les détails. L'objet de notre débat, c'est comprendre un peu en quoi cette affaire de Zoé est emblématique d'une rupture ou d'une évolution de l'humanitaire. Je vais aller plus loin. Bon, Monsieur Breteau, après les auditions auprès de la police française, il a dit qu'il allait mener une opération au Tchad. Il arrive au Tchad, la première fois qu'on remarque qu'il a une autre association, ce n'est plus l'Arche de Zoé, c'est Children Rescue. Mais il n'a jamais parlé à personne de Children Rescue. Et le problème, c'est que Children Rescue au Tchad n'est pas une association enregistrée ou reconnue. Elle n'est enregistrée nulle part, ni en France ni au Tchad. Donc il y a une fausse association
au nom de Children Rescue, qui va mener une opération sur un territoire étranger. Okay. Deuxième élément qui est très important, c'est que M. Éric Breteau, lorsqu'on lui confie des enfants, il fait fabriquer de faux documents dans lesquels il fait croire aux familles que les enfants, une fois qu'on lui a remis les enfants, puisque ces enfants n'ont plus de parents, eh bien ces enfants sont définitivement remis à M. Breteau. C'est marqué dans les documents que je produis les facsimilés de leur propre association, qui, je le rappelle, n'existe pas. D'accord. Alors, Children, juste, je vous donne la parole juste là-dessus. Oui, mais je crois qu'on ne va pas épiloguer là-dessus, parce que d'une part, ça n'a pas d'intérêt. Je lirai avec intérêt. Ah non, ça a un intérêt. C'est le fond de votre affaire. L'association n'existe pas. Vu les arguments que vous avancez, je lirai avec attention votre livre, en fonction de vos allégations, que ce soit les familles françaises ou l'Arche de Zoé. Non, ce n'est pas des allégations. Vous avez fabriqué de faux documents. D'accord, c'est possible. Attendez, Pierre Micheletti, attendez, parce qu'il faut qu'on avance un peu dans le débat, s'il vous plaît. Je crois que beaucoup a été dit sur l'Arche de Zoé, donc il me semble que ce que vous nous avez proposé, c'est en quoi, en se servant de cette espèce d'étude de cas malheureuse, on peut en tirer des enseignements pour les problématiques auxquelles sont confrontés les humanitaires. Donc, comme on l'a vu, il y a des causes externes à cette affaire, la politique, la situation particulière du Darfour, l'usage qu'un certain nombre de groupes de pression ont voulu faire du Darfour, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, la politique étrangère française, ses relations avec le Tchad, tout ça sur fond d'un problème de société très douloureux qu'est l'adoption. Ça, ce sont les causes externes. La lecture que je fais des causes qui sont dues en propre à l'Arche de Zoé, et c'est celles-là qui doivent nous servir de leçon, et que j'ai appelé, je ne veux pas être de nouveau désagréable ici, mais quand l'amateurisme rencontre la complexité, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, quand l'amateurisme rencontre la complexité. Et je voudrais le décliner sur 3 axes qui doivent nous inspirer de façon globale nos façons d'intervenir. La première, c'est la question de la compétence ou de l'incompétence. On ne s'improvise pas comme pouvant faire des diagnostics de santé, un diagnostic social, un diagnostic psychologique pour des enfants adoptés. On s'arrête sur ce premier point, vous allez poursuivre, juste pour avoir l'avis de M. Éric Breteau sur la compétence. Vous vous sentiez-vous capable, au niveau de votre association, de votre organisation, des personnes qui vous entourent, de mener cette opération avec la complexité qu'elle exige, telle que vient de l'expliquer M. Micheletti? Sur l'aspect médical et sanitaire, on a eu la chance de pouvoir déployer un plateau technique extraordinaire, dont peu d'ONG aujourd'hui pourraient déployer en si peu de temps une telle opération. Vous aviez la compétence, vous n'avez pas la compétence? Nous avions largement les compétences pour gérer les problématiques qui nous étaient soumises. D'accord. Deuxième point. Je ne reviens pas sur l'Arche de Zoé, j'essaye de m'extraire de ce cas particulier. Le deuxième axe, qui pour moi a certainement joué un rôle déterminant, c'est le déficit coupable de transparence avec le personnel local. Et qu'on voit en images de façon saisissante sur le reportage d'M6. Ces personnels tchadiens qui ont été aux côtés de l'Arche de Zoé pendant des semaines, on leur avait dit qu'on allait faire tout autre chose que ce qui était en train de se mettre en place. Alors, quelles sont les raisons de ce changement de plan? Non, mais je voudrais juste, sur le raisonnement, avant peut-être que M. Breteau réagisse, c'est que, du coup, il est bien évident que d'éventuelles approximations à l'égard des enfants, que ce soit des approximations liées à leur statut d'orphelin ou pas, des approximations liées à leur statut de Darfouri ou de Tchadien, bien, si on vous a expliqué que ce que vous allez proposer à ces enfants, c'est d'être scolarisés avec une sorte de rattrapage social à Abéché, l'approximation que vous allez réaliser, les conséquences sont tout à fait anodines. Mais si vous leur dites à ces mêmes personnes qui ont eu un recrutement parfaitement approximatif qu'en fait ils prennent l'avion le lendemain matin pour partir en France, alors là aussi on y a pu assister en direct, eh bien tout d'un coup ces personnes tchadiennes se mettent à prendre toute la mesure en 1 minute de ce qu'ils ont fait pendant des semaines. Écoutez, je pense que d'une part, il faut resituer le contexte de cette opération, parce que M. Micheletti réagit sur des éléments qu'il dit avoir vus en direct. En fait, il ne les a pas vus en direct, il a vu un montage à la télévision, ce qui est déjà une nuance fondamentale. Et ensuite, ne serait-ce que pour vous donner un élément de réflexion, parce que ça a pas mal servi à la propagande anti-Arche de Zoé, ou en tout cas à discréditer l'opération Arche de Zoé. Ces pseudo-mensonges à nos personnels tchadiens. Premièrement, dans le monde humanitaire aujourd'hui, est-ce que vous croyez que toutes les ONG expliquent à leurs staffs locaux exactement ce qu'elles font sur le terrain, par qui elles sont financées? Quand une ONG qui intervient au Congo ou au Darfour est financée par l'Union européenne, par la France, par des pétrodollars ou par des sociétés d'armement, vous croyez qu'on explique tout ça aux personnels locaux? Non, bien évidemment, tout simplement parce qu'il y a des choses à gérer, il y a des contraintes de sécurité. On vous a pas demandé d'expliquer le financement de l'argent. Non, mais il y avait tout simplement... On vous a demandé pourquoi on vous avez mis des bandages aux enfants. Voilà, il y avait tout simplement... S'il vous plaît, laissez-moi finir.
dire. Il y avait tout simplement des contraintes de sécurité qu'il fallait gérer, et on a décidé de les gérer d'une certaine façon. C'est un premier point. Le deuxième... Donc vous admettez que pour gérer les contraintes de sécurité, vous avez dû mentir. Nous n'avons pas tout dit à tout le monde. Mais pour resituer par rapport aux images que vous avez pu voir à la télévision, vous avez notamment l'émission Pièce à conviction qui introduit un témoignage que l'on appellera à charge d'un de nos personnels tchadiens qui explique que j'ai organisé une réunion la veille avec nos personnels tchadiens, que je leur ai expliqué ci et ça, que je leur avais menti pendant un mois, et on a tout un témoignage à charge. Malheureusement, la journaliste de France 3 qui monte ce témoignage n'était pas présente à l'occasion de cette réunion. Par contre, le journaliste qui lui a fait un reportage pour M6 était présent à cette réunion, et les images de cette réunion ont notamment été diffusées sur M6. Lorsque vous comparez l'image du témoignage de Pièce à conviction de cet individu et que vous le rapprochez des images d'M6, vous apercevez que ce pseudo-témoin n'est pas présent dans cette réunion. Donc c'est un faux témoignage à charge qui a été construit uniquement pour discréditer l'opération. Expliquez-moi juste, vous parlez de discrédit, et encore une fois, je ne souhaitais pas forcément qu'on rentre dans les détails. Non, parce que mais bon, le but c'est d'élargir. Tant mieux, c'est très intéressant. Vous avez une assise médiatique, le Darfour est partout, vous décidez de mener cette opération, et vous nous parlez de témoignage à charge, de discrédit de l'opération, alors que vous avez tous les éléments pour réussir. Comment vous expliquez cette contradiction? Aujourd'hui, la seule explication que l'on comprend, c'est tout simplement qu'on a mis le doigt là où il ne fallait pas, qu'on a fait mal en parlant d'un sujet qui est tabou aujourd'hui. Tout le monde en parle. Mais non, tout le monde n'en parle pas. Tout le monde parle du Darfour oui. Dans un certain axe. Personne ne parle aujourd'hui des drames qui sont à l'origine de la crise au Darfour, au Congo et ailleurs, qui est tout simplement le sous-développement du continent africain à cause du pillage de ses richesses naturelles. Mais voilà, écoutez, personne n'en parle. Écoutez, monsieur... alors, juste Pierre Micheletti, et après je vous donne la parole. Troisième point, oui. compétence, oui. Transparence, légalité. Juste sur la transparence, et la réaction de mon voisin en témoigne, il n'y a pas de poids de mesure au sein d'une équipe sur le terrain. Et voilà une des choses qui a fondamentalement changé dans l'humanitaire aujourd'hui, c'est que le personnel local, ce n'est pas forcément les femmes de ménage et les chauffeurs. Il y a des médecins africains, il y a des chefs de mission africains dans la mission. Il y a des Maliens qui travaillent en République du Congo. Il y a des Congolais qui travaillent au Niger. Donc voilà exactement un problème sur la question de l'altérité qui fait qu'on partage les informations, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, avec l'ensemble des gens qui composent nos actions. Et dans ces gens, à tous les niveaux de responsabilité, il y a des choses qui nous inscrivent dans cette logique de l'altérité. Troisième point, et troisième enseignement à tirer de cette affaire de l'Arche de Zoé, la question de la légalité. Oui. Nous ne sommes pas les dépositaires de valeurs qui nous permettent de balayer d'un revers de main les règles de l'adoption internationale, en France comme vis-à-vis de pays africains. Et ça commence par une illégalité qui paraît à petite échelle, comme dans le cas de l'Arche de Zoé, et ça se termine en conflit irakien, à une bien plus grande échelle, qui lui aussi est un conflit où on aura au fond fait fi des mêmes règles du droit international. Bon, je voudrais quand même, il y a une chose, c'est que lorsqu'on pose des questions précises à M. Breteau, il botte en touche et il parle de généralité. M. Breteau a eu des enfants qui lui ont été remis, 103 enfants au Tchad. M. Breteau a parlé d'évacuation sanitaire des enfants. Quand je mène mon enquête, je découvre que M. Breteau, avec son médecin, lorsque le juge lui pose la question, mais qui a autorisé l'évacuation des enfants? Qu'est-ce que vous avez répondu? Bon, il ne sait pas. Deuxième chose, lorsque on demande à M. Breteau, mais moi je vais vous répondre, parce que M. Breteau a fait un faux document dans lequel... qui est signé de lui, hein, n'est pas tout seul non plus, hein, qui est signé de lui, non, mais parce qu'il ne répond pas. Il dit que c'est le siège. Sauf que quand il parle de siège, il n'y a pas de siège d'association. Je l'ai dit au début de l'émission, Children Rescue n'existe pas. Au Tchad, ni en France, ni nulle part. Et il y a un document. Non, mais ça a été expliqué, ça, quand même, Charles Onana. Non, mais c'est important parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent de façon sur les faits extrêmement précis. Donc, il ne sait pas ce qui se passe
avec l'évacuation de 103 enfants. On lui demande, mais comment vous avez pu monter cette opération sans avoir des autorisations? Il dit, non, 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 il me fallait, j'avais prévu de faire les autorisations 3 heures avant le décollage de vol. C'est quand même pas sérieux. Je parle sous le contrôle des gens de l'humanitaire. Quand vous avez à faire une évacuation sanitaire des enfants, et on ne fait pas ça. Dernier élément qui est très important, c'est l'histoire du bandage. On a mis des faux bandages aux enfants. Monsieur Breton dit que c'était pour amuser les enfants. Le problème, c'est que lorsqu'on repose la même question devant le juge, il dit, oui, c'était pour amuser les enfants, mais qui a décidé de mettre les faux bandages? Il dit, ça relève des compétences du médecin. Et le médecin qui a été condamné également dans ce procès dit que ce n'était pas lui qui avait la charge de le faire. Donc on est dans une logique, dans une surenchère du mensonge et comme il disait, du manque de transparence. Ça devient complètement insupportable. D'accord. Juste, Monsieur Breton, avant de vous donner la parole, Monsieur Troubet, sur les règles de l'adoption internationale, au même titre que vous nous avez fait un panorama qui dénote une vraie compréhension des questions humanitaires, est-ce que vous aviez aussi une idée des règles de l'adoption internationale et de la manière de pouvoir transférer ou non des enfants d'un pays à l'autre pour éventuellement qu'ils soient adoptés par des familles? Alors je crois qu'il y a, volontairement ou non, une confusion, que ce soit de la part de Médecins du Monde ou du Quai d'Orsay, sur notre affaire. Notre opération n'a jamais été une opération d'adoption. On en a fait systématiquement une opération illégale d'adoption, alors que notre opération était une opération d'évacuation qui, selon... Vous n'avez pas eu de contact du tout avec des familles françaises en disant on va vous ramener des enfants? Du tout. Non mais c'est juste parce qu'on a entendu ça dans les oui, mais parce que vous avez entendu beaucoup de... Non, mais est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Puisque j'ai la personne concernée en face de moi, je vous demande. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez promis à des familles françaises de leur ramener des enfants? Est-ce que vous avez eu des contacts avec des familles françaises? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous n'avons rien promis à des familles françaises. Vous avez des contacts? Bien sûr que nous avons eu des contacts. Vous leur avez dit que vous pourriez leur ramener des enfants? Non, je vais vous expliquer la nature de ces contacts. Nous avons décidé, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention de Genève sur le droit des réfugiés, d'évacuer des victimes de guerre pour les déplacer d'une zone de guerre vers un pays en paix. Dans ce cadre-là, qui, d'après tous les avocats que nous avons consultés, y compris les avocats qui ont pris notre défense, comme Gilbert Collard ou Céline Loranzon dans le cadre de cette affaire, nous assure encore aujourd'hui que cette opération était parfaitement légale du point de vue du droit international. Nous avons, dans ce cadre-là, organisé un réseau de familles d'accueil, parce qu'il n'était pas question pour nous d'amener ces enfants en France pour qu'ils soient ensuite mis en centre de rétention mais vous les avez contactés avant de partir quand même. Bien sûr, nous avons constitué au préalable ce réseau de familles d'accueil et il a toujours été très clairement expliqué à ces familles d'accueil que c'était une opération risquée, qui n'était pas sûre d'aboutir et que dans tous les cas c'était une opération d'accueil. Mais quel aurait été le statut de ces enfants si vous aviez réussi à les ramener? C'était une opération d'accueil d'urgence de demandeurs d'asile et c'était absolument pas une opération d'adoption. Les mineurs demandent l'asile. Ce fantasme de l'opération illégale d'adoption, il émane du Quai d'Orsay, sous influence effectivement d'organisations comme Médecins du Monde, qui voyaient une opération douteuse d'adoption. C'est pas le cas. C'est tout à fait clair. Non, Charles, vous avez pris la parole. Juste, Christian Troubet voudrait parler quand même. Il faut partager la parole. Allez-y. Moi, mes réactions, c'est de dire plusieurs choses. La première, c'est, je partage votre analyse, l'Arche de Zoé s'est enfermée en termes de droit international, quand même dans une logique qui est contestée aussi par d'autres spécialistes du droit international. D'autres spécialistes, qui ne sont pas ceux qui vous ont conforté, disent qu'en termes de droit international, votre opération était impossible. Donc là-dessus, on peut discuter. Enfin, l'application du droit international, c'est encore une autre affaire. Sur le plan de l'adoption, alors je vous accorde le fait qu'au tout début de votre opération, vous avez employé le terme adoption, vous l'avez retiré assez vite de votre site internet et vous avez effectivement employé le terme de famille d'accueil. N'empêche que la plupart des familles, enfin de nombreuses familles parmi les 300 familles, étaient dans une logique plutôt d'adoption, même si vous-même, vous l'avez pas. Non, alors moi je voudrais pas qu'on rentre là-dedans, je suis désolé. Mais moi je tiens à y rentrer tout simplement parce que je suis en contact avec ces familles qui n'acceptent pas qu'on les présente comme des familles en mal d'enfants qui voulaient adopter. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a une poignée de familles qui, après notre arrestation, ont déclaré qu'elles avaient été victimes d'un trafic d'adoption, etc. L'ensemble des familles, la grande majorité qui nous soutiennent encore aujourd'hui, sont entièrement contre cette idée. Ils étaient là dans un souci d'accueillir des enfants qui venaient d'une zone de guerre et rien d'autre. Mais les enfants que vous avez pris ne venaient pas de zone de guerre. Il y a un autre élément qui me semble important à aborder, c'est la question du rôle de l'État. Quand vous avez présenté l'humanitaire aujourd'hui, en début d'émission, Pierre Michetti, vous avez parlé du rôle des structures étatiques, des moyens mis à disposition pour mener de grandes opérations humanitaires. Alors dans cette affaire, et pour encore une fois comprendre l'évolution des questions humanitaires et de l'aide humanitaire, quel est ou quel devrait être le rôle des États auxquelles sont affiliées ces organisations humanitaires dans
la manière de mener à bien des opérations? Sur le cas particulier de l'Arche de Zoé, c'est la justice qui va déterminer jusqu'où l'État a été impliqué ou pas hein, pour appuyer cette opération, pour la commanditer, que sais-je. La justice devra faire son travail. Ma position, c'est de considérer qu'il est plus inopportun que jamais à s'afficher aujourd'hui comme organisation non gouvernementale avec la politique étrangère de son pays. Non pas par rapport à M. Kouchner, non pas par rapport au gouvernement actuel, ce n'est pas une préoccupation de politique intérieure, c'est parce que, précisément, dans le changement global des relations internationales, aujourd'hui, tout ce qui nous expose à passer pour le bras armé de notre politique étrangère ou de la politique étrangère de notre pays nous expose à subir les conséquences de tous les groupes extrémistes qui sont sur le terrain et que si l'équation se résume à un moment donné entre ONG française égale bras armé de la politique étrangère française, nous allons en payer les conséquences, y compris dans un pays comme l'Afghanistan aujourd'hui, où ces dangers sont poussés à leur paroxysme. Dans ce cas-là, vous remettez en cause les sources de financement de la plupart des grandes ONG françaises. Eh bien, si on est cohérent avec ça, effectivement, un des corollaires, alors on peut aussi choisir ses dépendances, c'est-à-dire que prendre de l'argent du ministère des Affaires étrangères français pour aller au Sri Lanka, c'est un scénario. Prendre de l'argent du ministère des Affaires étrangères français pour aller en Côte d'Ivoire ou au Tchad aujourd'hui, c'est un autre scénario. Il faut aussi choisir ses dépendances et voir en quoi le financement, dans un contexte donné, a une odeur ou pas. Oui, non, c'est qu'il faut dire, quand vous posez la question sur le rôle des États, en Afrique en particulier, et au Darfour en particulier encore, la situation n'est pas simple, pour une raison très simple. C'est que vous avez l'État soudanais aujourd'hui est devenu la cible d'un certain nombre de pays. Pourquoi? Parce que le Darfour est un pays qui regorge de beaucoup de pétrole. Et que ce pétrole est convoité à la fois par les États-Unis, l'Europe et la Chine. La Chine qui est aujourd'hui partenaire essentiel du Soudan. Et la Chine a dépensé depuis 1999 près de 15 milliards de dollars dans ce pays. Et la Chine détient aujourd'hui près de 50% des raffineries de pétrole au Soudan. Voilà le fond de l'affaire. L'Arche de Zoé, l'humanitaire, tout ça c'est du bluff. Donc voilà le fond de l'affaire. Et c'est sur cette histoire-là que tout va se nouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis et une partie des pays européens considèrent qu'il est inacceptable que la Chine puisse devenir le partenaire privilégié du Soudan, qui est un pays qui a pris position contre l'Irak pendant la guerre et contre l'intervention américaine en Irak et qui a eu, pendant la même période, toute la politique étrangère américaine dressée contre le président soudanais. Et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, le président du Soudan a été condamné par la Cour pénale internationale d'avoir commis des crimes de génocide en contradiction avec les rapports des Nations Unies. Donc on est au cœur d'une situation dans laquelle les États qui sont en conflit avec un régime en Afrique ne peuvent pas laisser avoir sur le terrain des organisations humanitaires qui viendront faire le travail de façon assez objective. Avec Breteau, je vois un sourire. Oui, il y a au moins un point où je rejoins monsieur, c'est qu'effectivement la percée de la Chine en Afrique inquiète énormément les États occidentaux, tout simplement, une fois encore, pour des questions de richesse, d'exploitation des richesses africaines, et il est clair que le Soudan est un exemple emblématique de la situation actuelle en Afrique. Maintenant, si on revient au débat de fond, quelle est l'importance et la place de l'humanitaire en Afrique? Moi, de ma position, j'ai envie de répondre une chose extrêmement simple. Le développement de l'Afrique aujourd'hui ne passe pas par des ONG occidentales. Le développement de l'Afrique, il passe par les Africains en premier lieu. Et l'Afrique ne pourra se développer et s'affranchir de l'aide humanitaire que le jour où les Africains seront en mesure de mettre les compagnies pétrolières, minières et humanitaires dehors. Voilà. Et vous y êtes quand même allé. Vous n'avez pas eu l'impression d'être un peu manipulé quand on regarde... Mais pas du tout. Je voulais au contraire être cet exemple qu'aujourd'hui, en tant que Blanc, en tant que Français, on peut se permettre d'aller faire des choses, alors que la France est à l'origine de la plupart des malheurs de l'Afrique. Je vais lui poser une question à M. Breteau. Est-ce que M. Breteau, en tant que Français, vous étiez capable de mettre Elf dehors de l'Afrique? Aujourd'hui, j'en suis pas capable, mais j'en ai honte. D'accord. Voilà. C'est tout à fait clair quand même. Voilà, M. Christian Troubet, puis M. Micheletti. Je suis heureux d'entendre Éric Breteau, effectivement, parler ainsi, alors qu'il a choisi lui-même un processus qui était à l'opposé de ça, c'est-à-dire d'extraire des petits Africains pour les ramener en Europe.
Alors que maintenant, vous faites un plaidoyer en nous disant, oui, il faut effectivement aller sur l'Afrique, tout le monde peut évoluer, s'installer, travailler en partenariat, c'est très bien. C'est pas une question d'évolution, c'est une question d'interprétation. Non, c'est pas une question d'évolution. Si c'était à refaire demain, je le referais. Pour moi, le fait, excusez-moi, le fait d'évacuer des enfants du Darfour en France, c'est une façon d'importer une partie du problème du Darfour en France et de poser le problème en France. C'est effectivement pas... Quoi qu'il faut ramener les enfants pour importer le problème. Attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut ramener les enfants pour importer le problème? Mais s'il n'y a que ça aujourd'hui pour faire évoluer le sujet, oui. Aujourd'hui, malheureusement, la majorité des gens pensent que c'est par les beaux discours des Nations Unies ou par les interventions de quelques organisations humanitaires qu'on va régler les drames en Afrique. C'est faux. Mais c'est le droit international. C'est le droit international. Pierre Micheletti, s'il vous plaît. Pour rester sur des faits, je crois que je suis d'accord avec notre collègue journaliste. De ce que j'en sais, ces enfants n'étaient pas, loin s'en faut, Darfouris, n'étaient pas... Vous avez tort. La justice le montrera. D'autre part, pour rebondir sur le thème de la proximité avec la politique étrangère française, dans cette affaire, un des sujets d'interrogation que la justice devra élucider, c'est cette proximité avec les troupes françaises qui stationnaient au Tchad, dans la région dans laquelle vous vous êtes installé. Parce que on a le sentiment, mais c'est là encore la justice qui le démontrera, qu'il y avait une espèce de proximité physique, relationnelle, quasi amicale de votre part avec les troupes françaises qui séjournaient au Tchad. On peut pas dire un homme d'expérience. Vous avez déjà vu la justice passer outre le secret défense. Vous pensez que la justice aura la moindre information? On peut pas. Soyez sérieux. Moi, c'est pas possible. Je constate simplement qu'on a des troupes françaises au Tchad qui sont censées sécuriser militairement une zone et qu'il arrive une ONG française qui, pour la circonstance, chose étonnante, change de nom et que je vois évoluer sur le terrain, ou dont je sais qu'elle évolue sur le terrain, dans une grande proximité avec les troupes françaises. Ça m'interroge. Mais vous-même, attendez, s'il vous plaît, parce qu'on doit conclure, on est vraiment à la fin, mais vous-même, vous avez un petit peu attaqué les autorités françaises en disant elles étaient tout à fait au courant de nos opérations, puis elles ont démenti le fait d'être au courant. Au-delà de ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que dans notre affaire, qu'est-ce qui provoque l'échec de l'opération et notre arrestation au Tchad? C'est ça la question que l'on veut poser aux journalistes, où on veut que les journalistes aillent enquêter sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on est arrêté le 25 octobre? Quelles sont les circonstances qui font que? Nous, on a une partie de la réponse. On espère que les journalistes apporteront l'autre partie. Non, la réponse, elle est claire. La réponse est claire, c'est qu'il y a eu des Tchadiens qui ont constaté tout simplement que M. Bioto avait menti. Ils sont allés dire à la police qu'il y avait un transport d'enfants tchadiens vers la France, et la police vous a arrêté sur la route d'Abéché. En tout cas, on reviendra sur l'analyse parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de tout aborder, donc vous reviendrez très bientôt. Avec plaisir. Voilà, merci infiniment. En tout cas, merci à Pierre Micheletti, merci Eric Breteau, Charles Onana et Christian Troubet. Je vous retrouve avec très grand plaisir demain pour un autre Toutes les France. Au revoir. Goûteux, vrai, généreux. Bâton de berger de Justin Bridou, des copains et du goût. Merci de nous rejoindre sur Téléréunion. Pas de travaux de rénovation, pas de loyer. C'est le chantage que les locataires de l'immeuble Les Paillanqueux à Terre-Sainte font à la Sémadère. Cet immeuble où une jeune fille mère de 14 ans a trouvé la mort ce week-end. Ce drame a mis en lumière les conditions plus que vétustes dans lesquelles vivent les résidents. Des locataires qui ont donc décidé de réagir. Daniel Bénard. Voilà ce qui pourrait ressembler à un site paradisiaque. Coucher de soleil, océan, vagues, mais à 2 pas de là...